Sanctionner les incivilités pour des rues plus propres. Cette future brigade sera composée de 4 agents. Chaque jour, plusieurs tonnes de dépôts illégaux sont ramassés par la municipalité. Cela va d'emballages qui traînent après à des matelas laissés sur le trottoir. Et chaque mois, ce sont plus de 200 tonnes de dépôts sauvages qui sont traités par les agents du nettoyage de la ville, dont l'équipe sera prochainement renforcée avec le recrutement de 12 agents supplémentaires ainsi que l'arrivée de saisonniers. Et la brigade verte devrait quant à elle commencer ses patrouilles au mois d'avril. Merci Alexis Bigochet. Nous vous retrouverons à 12h15 pour un nouveau flash valdoisien sur la radio du bien-être. Et c'est fini pour la matinale. Je vous souhaite un très bon week-end. Rendez-vous lundi de 7h à 10h. Juste avant de refermer la matinale, bravo à Annette qui a su identifier le son d'une trompette il y a quelques minutes. Elle repart donc avec ses 2 places de cinéma UGC. Et la suite, c'est maintenant avec Florence. Bonjour pour le bar de l'économie. Bonjour Christophe, bonjour à toutes et bonjour à tous. Émission spéciale Enghien-les-Bains avec le maire d'Enghien-les-Bains, Philippe Sueur, et aussi le Centre des Arts d'Enghien-les-Bains, en compagnie de Dominique Roland. Vous reviendrez peut-être sûrement sur le festival qui aura lieu la semaine prochaine, le Paris Digital Summit, 5e édition, pour découvrir l'envers du 7e art, les effets spéciaux. Et surtout la rencontre de tous les professionnels des effets spéciaux en France et à l'international. Donc ça se passe en semaine, sur le week-end prochain. Avec en semaine pour les professionnels et sur le week-end pour le grand public. Masterclass, avant-première. Avec voilà, on va donc détailler justement les invités à l'honneur cette semaine. Et puis on a aussi notre start-up du jour, c'est rendement locatif. Et puis avec le maire d'Enghien-les-Bains, vous reviendrez sur l'événement qui a eu lieu notamment le week-end dernier sur les rencontres enguennoises. On va surtout parler et commenter l'actualité, l'objectif éventuellement de la France, ce qui va se passer également, les projets sur Enghien. Voilà, qu'est-ce qu'il pense. On va lui demander ce qu'il pense du gouvernement et des gouvernants. Bref, on va lui poser des questions sur est-ce que la France a une vision ou n'a-t-il pas de vision pour la France. Plein de questions. Merci, bonne émission à vous toutes sur IDFM Radio Enghien. Il est 9h05, le bar de l'économie, c'est maintenant. C'est qui la jeune fille là? Bonjour du coup. Bonjour, merci. Bonne émission. C'est qui la jeune fille qui vous attend? C'est votre groupe? C'est Crocolivre. Il a livré une jeunesse dans le jeu pas reconnu. D'accord, moi non plus. Ouvrir le micro, c'est pas bien. Oui, ouvrez-nous nos micros, merci. Vite, parce que là... Rebonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour la dernière journée de la semaine. 90 minutes d'économie avec Philippe à la technique, Pierre-Louis Marmillot pour l'info du jour et bien sûr nos invités du jour que j'accueille tout de suite. Philippe Sueur, bonjour. Bonjour, bonjour à vous et à tous les auditeurs. Vous êtes le maire de la ville d'Enghien et le vice-président du conseil départemental. Alors avec vous aujourd'hui des questions très sérieuses, comme tous les jours d'ailleurs, mais on va vous demander si la France, pour vous, est-elle en crise majeure et si oui, quelle cause voyez-vous? On va vous demander s'il y a un éloignement du gouvernement et des gouvernements d'une manière générale. Est-ce qu'il y a une absence de vision de nos gouvernants et donc d'investissement? On aimerait aussi que vous nous parliez du droit français, qu'en pensez-vous? Puisque je rappelle que vous êtes professeur d'histoire du droit, donc vous avez enseigné en faculté, et vous avez été doyen d'ailleurs de Paris 13. Et puis on vous posera des questions bien sûr sur Enghien, les projets peut-être sur Enghien. Et puis bon, j'ai entendu parler d'un budget participatif et de la cantine scolaire. À vos côtés, Dominique Roland, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général adjoint de la ville d'Enghien et directeur de la culture, donc directeur du Centre des Arts d'Enghien qui organise la 5e édition du Paris Image Digital Summit, le festival et les rencontres du marché des effets spéciaux dans le monde, qui démarre le 30 janvier à Enghien avec la remise des Genie Awards. Donc avec vous, je vous propose de parler des personnalités attendues pour les professionnels, qu'on revienne, puisqu'on est quand même au bar de l'économie, il y a beaucoup d'entreprises qui nous écoutent. Et je vous propose donc de nous reparler de ces 2 journées réservées aux professionnels et de la Job Fair, puisqu'on a déjà fait une émission spéciale, c'était mardi. Si nos auditeurs veulent réécouter, eh bien, allez sur la page IDFM Radio Enghien, page Facebook. Vous tapez dans l'onglet vidéo à gauche et vous pourrez réécouter déjà cette émission de mardi, tout comme celle d'aujourd'hui d'ailleurs. Et puis donc mercredi soir, Dominique Roland,
ce sera la journée des Génies Awards. Donc là aussi, il y a des 7, si ma mémoire est bonne, 7 catégories, peut-être qu'on en parlera. Et puis on parlera aussi de comment vous avez réussi à faire financer cette manifestation, puisque finalement maintenant, elle remplace, on peut dire, le salon Imagina qui était parti à Monaco et qui s'est tout simplement arrêté. Et enfin, à nos côtés, notre start-up du jour, Bassel Abedi, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président fondateur de Rendement Locatif que vous avez créé en 2016 et qui propose beaucoup de services dans l'immobilier via cette plateforme internet que vous avez créée. Donc, je vous demanderai comment vous est venue cette idée. Et puis, justement, ce qui m'intéresse, c'est que vous luttez contre les placements improductifs du type laisser son argent sur le livret A ou en compte courant pour qu'il dorme. Et on sait très bien maintenant que je crois que c'est l'INSEE qui l'a révélé, que si on investit 1 000 € sur un livret A, eh bien à la fin de l'année, il ne nous reste plus que 990 €. Allez, tout de suite, c'est comme d'habitude l'info du jour. On va passer la parole à Pierre-Louis Marmillot. Bonjour Pierre-Louis. Bonjour. Donc, première info, c'est mardi, nous avons annoncé l'ouverture et le calendrier sur Parcoursup. Hier, on a parlé des vœux des candidats et aujourd'hui, on aimerait vous faire un petit rappel des dates parce que c'est un petit peu quand même compliqué, Parcoursup. Vous avez donc jusqu'au 14 mars pour inscrire vos vœux en les motivant en quelques lignes un par un. Il faudra à nouveau valider tous vos vœux et vos sous-vœux du 15 mars au 3 avril. Et vous devez également vérifier vos notes matière par matière que votre livret va inscrire, car il peut y avoir des erreurs ou des manques. Vous devrez alors les compléter avec votre établissement. Les réponses tomberont au fur et à mesure, mais attention, la plateforme sera interrompue pendant les épreuves du bac, donc du 17 au 24 jours. Pour valider vos choix, attention également de bien valider et ou de mettre en attente vos vœux si la réponse de l'établissement que vous souhaitez en numéro 1 n'est pas encore arrivée. Donc ça semble effectivement un petit peu compliqué. Moi j'entends parler de motivation, il va falloir motiver chaque vœu. Ça veut dire que seul derrière son ordinateur, un jeune de 17 ans ou quelquefois 18 va devoir c'est comme si on répondait un peu à un entretien d'embauche, j'ai l'impression. Qu'en pensez-vous, Philippe Sueur, seul derrière son ordinateur? Oui, je pense que les préinscriptions ont toujours été utiles. Ce sont compliqués, hein, même si l'outil apparaît comme un lien beaucoup plus direct, puisqu'on est là en digital. Mais la vraie question reste souvent la mauvaise ou la faible information auprès des élèves qui vont devenir des étudiants, qui conduit à parfois multiplier les préinscriptions. Hein. L'inadéquation évidente entre quelques filières qui sont plus recherchées que d'autres. On ne parlera pas de médecine, hein, son numerus clausus, même hein, s'il est légèrement assoupli. Nous avons dans cette nouvelle procédure, je pense, une vraie difficulté, c'est la lettre de motivation. Ça n'a aucun sens. À 17 ans, et a-t-on l'art, en quelque sorte, hein, de la motivation. Dans nos établissements supérieurs, il est vrai que nous demandons des motivations quand il s'agit de s'inscrire en troisième cycle, mais nous avons affaire à des jeunes gens qui ont déjà 3 ans, 4 ans d'études supérieures derrière eux, donc qui ont une maîtrise d'un sujet et qui ont une vision de leur avenir. Là, c'est bien difficile. Bon, donc on sait que dans un certain nombre de familles, ce sont les parents qui vont écrire les lettres de motivation, et ça conduit d'ailleurs à introduire une certaine inégalité entre ceux qui auront des parents capables de le faire. Certains jeunes gens auront ce talent, hein, bien sûr, je ne minimise pas, mais je pense qu'on est là dans un peu l'utopie. Puis je crains beaucoup les bugs aussi. Il ne faut pas croire que ça marche si bien que ça. Quand on voit d'autres procédures en ligne, sur les immatriculations, sur un certain nombre de demandes, c'est un parcours très difficile. Alors justement, vous parlez de bugs. Donc moi, j'ai entendu parler, donc pas plus tard qu'hier, que les bugs, il y en a dans les notes que peuvent faire remonter les proviseurs d'établissement. Donc là, chaque jeune qui entre ses vœux sur Parcoursup doit en même temps vérifier toutes ses notes et savoir si elles ont bien été inscrites, parce qu'ils ont dit donc hier que certaines notes ne remontaient pas. Et après, il va donc falloir que chaque jeune
recontacte son proviseur pour que ce soit le proviseur qui réinscrive les notes. Moi, je conseille également aux parents ou aux élèves d'aller voir les proviseurs pour les aider justement à rédiger ces motivations, parce qu'ils savent un petit peu quels exemples il faut. Ils pourront donner quelques exemples. Bon, peut-être qu'on peut organiser dans les lycées une préparation à cette rédaction. C'est peut-être d'ailleurs un excellent exercice pour certains enseignants de lettres, par exemple. Mais il faut saluer aussi au passage qu'il y a des lycées où la communauté éducative, enseignante et les proviseurs sont extrêmement actifs, proactifs et assistent leurs élèves et les parents. Exactement, il y en a même qui font venir des psychologues donc de l'éducation nationale pour aider les élèves, donc n'hésitez pas à remplir justement Parcoursup, donc n'hésitez pas à vous retourner vers l'équipe qui accompagne le proviseur. Deuxième info du jour, c'est Renault qui tourne la page de l'ère Carlos Ghosn. Bruno Le Maire a annoncé ce jeudi matin avoir reçu la démission de Carlos Ghosn à la tête de Renault. C'est Jean-Dominique Sénard qui a été nominé pour succéder à la présidence du groupe. Après 6 années à la tête de Michelin et être passé par Total et Saint-Gobain, cet ancien HEC défend une conception sociale de l'entreprise. Il n'est pas passé par la haute fonction publique ni par les grandes écoles, le fournissent des dirigeants des grands groupes. Ce fils d'ambassadeur préconise de faciliter la création d'entreprises à mission sociale et environnementale, car il veut réconcilier la société et l'entreprise. Ce patron de 65 ans a la réputation d'être discret et diplomate, mais il a montré sa capacité à prendre des décisions radicales. Chez Michelin, il a consacré ses premières années à un développement géographique ambitieux dans les pays émergents. Des nouvelles usines ont été implantées au Brésil, en Inde et en Chine. Puis le dirigeant s'est attelé à faire entrer cette marque dans l'ère du numérique avec les acquisitions de l'éditeur de logiciels brésilien Sascar et la prise de contrôle des sites de vente de pneus en ligne Allopneus en France ou Black Circles en Grande-Bretagne. Mais il a également eu à gérer des moments difficiles, notamment la restructuration de l'outil industriel en Europe et en France. Le dirigeant n'a pas hésité à fermer le site de Jouer les Tours en France. Troisième info du jour, la fin du Forum international de la cybersécurité à Lille. À Lille, l'édition 2019 du Forum international de la cybersécurité s'est clôturée après 2 journées de conférences et de rencontres. Le FIC, c'est la réunion de tous les acteurs européens de l'industrie de la cybersécurité. La première édition était en 2007 et depuis le forum ne fait que grandir. Les technologies devenant de plus en plus d'importance dans notre société, la cybersécurité est de plus en plus primordiale. Cette année, il n'y avait pas moins de 8600 participants pour un total de 80 pays représentés et le forum prévoyait déjà 10 000 visiteurs. Au cours de ce forum, c'est XEO qui a obtenu le label France Cybersecurity 2019. Cette start-up édite un logiciel de visioconférence. Ce label apporte la garantie que le produit est une référence en termes de sécurité, en plus d'être made in France. Ce label, c'est aussi un moyen de promotion pour étendre ce type de logiciel français à l'international. Dirigé par Renaud Guillat, l'entreprise montpelliéraine TXEO avait déjà eu droit il y a 2 ans à la certification de sécurité de premier niveau et à la qualification par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Alors justement, profitons-en côté sécurité pour rappeler que le cluster sécurité système Valais est en Val d'Oise. Il a fait de la sécurité globale un des piliers stratégiques du développement économique et de l'attractivité. Sa présidence est assurée par Stéphane Voland, secrétaire général de la SNCF. Le cluster mobilise de nombreux utilisateurs, des représentants de l'État, des industriels, des acteurs économiques, des collectivités, des institutions, des experts, des acteurs de la sécurité. Ensemble, ils expriment leurs besoins dans le but d'apporter des innovations concrètes à leurs entreprises ou à leur organisation, en profitant d'un véritable lieu d'expérimentation pour y développer des cas d'usage. Ils viennent s'exprimer régulièrement dans cette émission sur IDFM. Si vous voulez les rejoindre, vous pouvez les contacter sur security-systems-valley.fr. Je crois, Philippe Sueur, qu'il y a eu justement une réunion cette semaine du cluster Sécurité Système Valley. Oui, il y a pas plus tard qu'hier, c'était la réunion de son bureau. Et Sécurité Système Valley, qui est une création valdoisienne, c'est à l'initiative de Gérard Pêche, un ancien de Thales, et de Jean-François Benon, le directeur général du CEVO. Mais avec tout de suite une prise de conscience, une prise en compte de l'État, du préfet du Val d'Oise, à l'époque Yannick Blanc,
de la directe qui est toujours aujourd'hui. Nous avons dans le conseil d'administration la participation du ministère de l'Intérieur à travers la délégation interministérielle à la lutte contre la cybercriminalité, donc Michel Cadic entre autres. La particularité de ce cluster, c'est de réunir des grands utilisateurs, comme vous venez de le rappeler, ces grands utilisateurs qui n'excluent pas les PMI et PME qui ont aussi leurs problèmes, c'est d'avoir, comme vous l'avez rappelé, une vision globale. Il ne s'agit pas seulement de la sécurité des biens des personnes, mais la sécurité des systèmes. Pour contrer cette prise de contrôle à distance, pour contrer tout ce qui est criminalité dans certes les secteurs financiers, mais pas seulement. Un hôpital a besoin de sécurité. Un transport a besoin de sécurité. Donc on travaille à cette vision pour, entre grands utilisateurs et moyens utilisateurs, conduire les fournisseurs à faire évoluer effectivement leurs produits, à travailler avec eux et ensuite à avoir des territoires de confiance. Et le Val d'Oise veut devenir un territoire de confiance. Absolument. Et donc d'ailleurs, au niveau de la sécurité, il faut quand même rappeler aux entreprises que même si les salariés ou même le patron court pendant toute la journée, il faut faire des sauvegardes tous les jours de ces informations. C'est très important. Dernière info du jour, si vous voulez bien. Pierre-Louis Marmillot, c'est congrès du Comet dans 2 semaines. Le 6 et le 7 février auront lieu à Cergy la 3e édition du congrès du Cosmetic Measurement and Testing, en abrégé COMET. Plus de 200 chercheurs et spécialistes du test seront attendus à cet événement organisé par le pôle de compétitivité Cosmetic Valley et l'université de Cergy-Pontoise en partenariat avec le département du Val d'Oise. Il réunira les experts de l'instrumentation des tests dans le domaine de la cosmétique, venus du monde entier pour présenter leurs recherches actuelles et les dernières innovations qui ont été faites, cette année sur le thème de l'innocuité et de l'efficacité des produits cosmétiques. Le congrès Cosmetic Measurement and Testing présentera 6 conférences sur les thèmes du contrôle de l'ingrédient en produit fini, de l'étude des interactions environnement-produit-peau et de la mesure de la sensorialité avec 20 conférenciers. C'est donc au campus Saint-Christophe, 10 avenue de l'entreprise, 95 800 à Cergy, dans le Val d'Oise. Merci pour les infos du jour. Pierre-Louis Marmillot, on vous retrouve dès lundi. Allez, tout de suite, notre première pause. On va passer la parole à Philippe Sueur. Oui, parce que ce Comet est une biennale. Les grandes écoles de Cergy-Pontoise en sont à l'origine, notamment le BI, mais il faut rappeler à nos auditeurs que Cosmetic Valley, bien sûr, c'est ce pôle de compétitivité Île-de-France et même centre, région centre, mais il y a en Val d'Oise des leaders de la cosmétique. Il s'appelle Givaudan, il s'appelle bien entendu Clarins, Sisley, et il y a là entre l'industrie, la formation et la recherche une véritable synthèse. Et je crois que c'est extrêmement encourageant et de travailler sur la sécurité même à l'égard du consommateur, c'est un véritable plus, c'est une qualité. Merci beaucoup pour votre commentaire, Philippe Sueur. On fait donc cette fois-ci une pause musicale avant de vous d'ailleurs repasser la parole avec Another You. C'est vrai. Alors si vous voulez écouter la musique, il faut mettre vos casques, parce qu'à cause de Facebook, on ne diffuse pas la musique. Non, parce qu'on a des... Après, d'ailleurs, Philippe, on a des blocages de Facebook. Après, je suis obligée d'écrire pour dire qu'on est une radio. Et du coup, Sony et Warner Music m'ont écrit en me disant que c'était bon. Ils m'ont répondu. Ils mettent un mois à répondre, mais ils répondent. Hein? C'est rare qu'ils répondent. Ben, ils me répondent via Facebook, ils me répondent. Ben, ils sont obligés. Oui. Parce que sur YouTube, souvent, ils répondent pas du tout. Ben, ils ne vont pas répondre à des particuliers, mais à nous, ils répondent. Je pense pas. Alors... Bon, bah, on est tout à fait dans les temps. On va pouvoir mettre de la musique aujourd'hui. Ah, bah, c'est formidable. Je crois que de la semaine, on a dû passer 4 titres cette semaine. Peut-être. J'ai recherché, c'est nul ce que tu as dans les playlists. Bon, faut que je regarde alors. C'est vrai que... Noël, c'est les trucs de Noël. Non, t'as regardé dans janvier? Ouais, bah oui. Ah, janvier, il n'y a pas janvier. Si, il y a janvier. Non, mais il y a justement ces trucs de Noël, les trucs de... Ah non, mais c'est... films et tout. Ouais, mais c'est ce que j'ai mis lundi dernier. J'ai pas eu le temps de les mettre dans la playlist. Bon, je vais le faire. Je le ferai. Mais là, c'est vrai qu'en ce moment... En ce moment, il faut... Je boucle l'agenda. Je m'occupe pas trop de la musique.
Mais ça y est, là, mes plateaux sont pleins jusqu'aux vacances de février. Là, je commence mars, les relances pour mars. Oui, parce que c'est un boulot de dingue. Donc je passe mes après-midi à répondre à 150 mails. Ça prend du temps. Ah oui, ça prend du temps. Alors, il faut savoir les prioriser, c'est ça le problème. Bah oui, Pas mais répondre à tout le monde. faut pas répondre à tout, non? C'est pour ça, si vous avez des nouveautés, il ne faut pas hésiter à me relancer. Si je ne réponds pas, à dire à vos agences de me relancer. C'est que le mail est noyé dans les 300 mails que j'ai de retard. Ouais, je pense qu'il faut mieux appeler dans certains cas. Dans certains cas, oui, il faut appeler. On y va, là, on y retourne, c'est bon? Parce que sinon, on perd le fil. Nous voici de retour au bar de l'économie sur IDFM. Je suis en compagnie de Philippe Sueur, maire d'Anguin-les-Bains et vice-président du conseil départemental, de Dominique Roland, directeur général adjoint de la ville d'Anguin et directeur de la culture et du centre des arts d'Anguin, et puis de Cédric Bassel Abedi, président fondateur de Rendement Locatif. Alors tout de suite, on va passer la parole à Philippe Sueur. Si vous voulez bien, j'aimerais qu'on parle un petit peu de la France. Pour vous, la France, donc on a vu les Gilets jaunes, hein, on est tous au courant des débats nationaux qui sont en cours. Alors, la France est-elle en crise majeure? Et si oui, pour vous, quelle cause voyez-vous? Majeure, oui, majeure de majeure même, je pense. Nous avons eu des crises financières, des crises économiques, on a eu des grandes grèves. Là, nous sommes au bord d'un grand basculement. S'il n'y a pas la prise de conscience, qui n'est pas seulement celle des politiques, mais également des citoyens, qui devront sortir de leur subjectivité pour essayer, et peut-être que le débat national va y contribuer, hein, c'est-à-dire essayer de penser pas seulement pour eux-mêmes, bon, il y a une nécessaire expression de ce qu'on a besoin, de ce qu'on ressent, mais pour tous. Hein. La crise est profonde. Ce qui s'est révélé à travers les Gilets jaunes, hein, c'est en quelque sorte la réaction à l'augmentation du prix du pain, aux jacqueries alimentaires d'il y a 250 ans, quand on ne supporte plus les taxes additionnelles, quand on ne supporte plus les radars, la route à 80 km/h. Là, on va, a-t-on entendu il y a très peu de temps, obliger les Français à avoir des pneus neige dans quelques mois pour l'année prochaine. Bon, ça agace, voilà, ça agace complètement, hein, parce que en même temps, il y a un éloignement du service public dans les périphéries. Hein. Les périphéries, c'est ce que les géographes appellent ces cercles, hein, qui s'éloignent des villes-centres, les villes-centres où il y a effectivement beaucoup plus de confort, beaucoup plus de services. Hein. On voit dans nos très belles métropoles comment les développements se sont vraiment additionnés magnifiquement. Regardez Lyon, Marseille, tout ça, c'est super. Quand vous êtes à 20 km de là, ici en Val d'Oise, dans le Vexin. Dans le Vexin, on a des difficultés encore de transport, on ferme des agences postales, hein, on fermer une classe maternelle dans un village, c'est un drame. Dans une ville, non, on compense, hein, bien entendu. Donc tout ça, ça a révélé hein, un agacement et même une saturation. Mais le problème est beaucoup plus profond. Hein, c'est celui de l'éloignement profond entre gouvernés et gouvernants. Nos gouvernants sont de moins en moins en réalité des politiques. Ils n'ont pas de vision. On n'a plus de vision de la France depuis longtemps. Peut-être depuis la fin des grandes idéologies. À partir des années 85-90, on a vu l'éloignement des grandes idéologies. Moi, personnellement, je l'ai plutôt vu comme un soulagement, hein, parce qu'il y a eu des confrontations qui étaient passionnelles, violentes, hein, sur ces grandes idéologies, certes, hein, entre le marxisme, le libéralisme, par exemple, pour prendre des grandes caricatures. Mais aujourd'hui, on a l'impression que nos ministres ne sont pas des politiques, mais des super administrateurs, hein, qui n'ont pas nécessairement la main sur leur service, parce qu'en fait, nous souffrons profondément d'une confiscation du pouvoir par la haute administration française, hein, par une technocratie évidente, hein,
une technostructure, il faudrait même dire, ça va au-delà, au-delà, et on pense dans des services qu'il faut rationaliser, qu'il faut imposer, et le français ne le comprend plus. Il le vit mal, ce sont des process qui s'imposent les uns après les autres, et en même temps, on a un déséquilibre économique considérable, un déséquilibre fiscal considérable. Et il est évident que. Alors justement, parlons du déséquilibre fiscal. Donc on peut se poser la question finalement à quoi servent nos impôts quand on voit tous les centres d'impôts, tous les services qui étaient proches disparaissent et s'éloignent. Oui, non, c'est ça. On va se retrouver nécessairement dans des contradictions. Parce qu'on veut plus de services, mais on a du mal à assumer leur fonctionnement et leur financement, bien entendu. On dit l'État dépense trop. Et quand on regarde aujourd'hui la composition du budget de l'État, on voit mal où on peut immédiatement, gagner quelques économies. Les 10 milliards que le président Macron vient de promettre, je ne sais pas où il va les trouver. Sachez que nous empruntons aujourd'hui 262 665 euros à la seconde. Ça fait 83 milliards par an. Nous sommes pratiquement à 100% du PIB. Nous sommes en danger. La France est mise en danger parce que par ailleurs, n'oubliez pas que la balance commerciale française est déficitaire. Elle l'est moins qu'il y a 3-4 ans. On a frôlé les 75 milliards, 72 milliards à un temps. Bon, on est beaucoup mieux placé. Mais nous ne créons plus de richesse. Ce pays, si, il en crée, mais insuffisamment pour assumer le transfert social, la redistribution sociale qui est nécessaire, bien sûr. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il y a les plus démunis qui ne supportent pas leur isolement. Nous avons ceux qui sont saturés en quelque sorte de tracasseries administratives et de taxes. Mais ceux qui n'ont pas encore parlé, c'est les contribuables français, ceux qui abondent. Alors justement, parlons-en parce que vous avez fait le calcul. Oui, il est connu, il est facile. Aujourd'hui, nous n'avons que 43% des foyers français qui payent l'impôt sur le revenu. 43%. Alors qui payent combien? Ça veut dire que le produit de l'impôt sur le revenu est de 74 milliards. Prévu pour 2019. Ça veut dire qu'il y a donc 57% des foyers français qui ne paient pas l'impôt sur le revenu et qui ne paieront pas la taxe d'habitation. Et si ils ne sont pas propriétaires, et c'est 1 sur 2, ils ne paieront donc pas de taxe foncière. Ça signifie qu'ils ne payent plus aucun impôt direct. C'est un problème de citoyenneté. Ça veut dire qu'ils ne participent plus, quand vous dites qu'il y a un problème de citoyenneté, ça veut dire qu'ils ne participent plus à travers la taxation indirecte, à travers la TVA, bien entendu, qui n'est pas forcément un impôt le plus injuste, le plus rémunérateur, plus de 154 milliards si j'ai bonne mémoire, mais surtout, nous avons une dégradation, puisque aujourd'hui c'est 43% des foyers français qui payent l'impôt. Il y a moins de 10 ans, c'était 53% des Français qui payaient l'impôt pour un produit qui était à l'époque, 7-8 ans, de 55 milliards. Donc ça fait un gap de 20 milliards. Aujourd'hui, ça fait environ 19 milliards de plus qui sont payés par 10% en moins des contribuables pour descendre à 43%. Donc on comprend pourquoi les Français moyens se révoltent. Oui, voilà. C'est ça que vous voulez dire. Et ils ne sont pas nécessairement les gilets jaunes. Mais quand ils vont commencer à débarquer, je pense que là, il y aura un vrai problème de consensus et de conscience qu'on appartient à la même communauté. C'est ça le vrai problème de la France. Et j'ai un sentiment... Donc, comment reconstruire une communauté? Il faut la reconstruire, il faut une vision. Il faut une grande vision, il faut une vision sociétale, parce que nous allons tellement vite. Les mutations technologiques sont des révolutions pratiques, je ne dis pas annuelles, mais au minimum décennales. Comment une société était capable d'accompagner. Parce que dans toute mutation, il y a ceux qui gagnent, il y a ceux qui perdent. Or, là, il faut reconstruire. Aujourd'hui, il n'y a pas d'enthousiasme. Un Français qui regarde son pays, il se dit on n'a plus l'histoire pour nous rassurer. Et en plus, on a tendance à la mépriser. Notre culture est abîmée.
Mais justement, les Français ont élu Emmanuel Macron en demandant à ce que l'État réduise ses dépenses. Par où donc? Vous avez dit tout à l'heure que quand on regarde le budget, c'est difficile, mais est-ce qu'il y a une solution? Quelle solution envisagez-vous? Comment peut-on faire pour réduire les dépenses de l'État? Sur les dépenses de l'État, il y a des grands postes, hein, mais c'est un vrai débat national qu'il faudra avoir. Est-on encore capable d'affecter 42 milliards, c'est 2% du PIB pratiquement, hein, à la défense nationale? Est-ce que la France est un État, même si on siège à la Commission de sécurité, est-ce que c'est un État qui est capable encore d'avoir une armée d'intervention mondiale? C'est une question de fond, ça. Une question de fond. Tous les autres pays d'Europe, hormis l'Angleterre, l'État européenne, donc, n'ont pas d'armée qui a un coût égal au nôtre. C'est important. Bon. Alors, il y a un donc pour vous, ce serait réaffecter, diminuer un peu le budget déjà. Non, je ne dis pas le diminuer, on ne peut pas aujourd'hui. Si on accepte-t-on le concept d'une armée moderne et d'intervention internationale, voilà, est-on capable, le veut-on, est-on capable de la financer? En sachant bien que le financement d'une armée technologique aujourd'hui a aussi ses retours sur l'investissement, la recherche, etc. Donc c'est un problème qui est complexe, hein, c'est pas oui ou non comme ça. Voilà. Alors, puis il y a les dépenses sociales. Bon, est-ce qu'on est encore capable d'assurer cet extraordinaire financement de la santé par des non-contributaires? Je suis désolé. Non. On a le meilleur système de santé au monde, mais à un moment donné, il y a une profonde inégalité dans son financement. Bon, c'est tout le problème de savoir si on va rester dans des systèmes de répartition ou non. Donc c'est une question de fond, de libéralisme ou non, bien entendu. Donc, on va passer la parole, si vous voulez bien, Philippe Sueur, à Bassel Abedi qui veut intervenir dans le débat. Oui, je voulais juste revenir sur deux choses que vous avez dites, parce que ça m'intéresse beaucoup. Je suis entrepreneur, justement. Et il y a une chose, vous parliez de l'imposition des particuliers, que ça se réduisait, mais il y a aussi une autre imposition en France qui est celle des entreprises, qui est très importante pour les finances de l'État. Et moi, ce que je constate, puisque je suis entrepreneur et j'ai créé ma propre société, qui aujourd'hui emploie presque 10 personnes en CDI, je me rends compte que nous, donc petites PME, petites start-up, petites TPE, nous ne bénéficions d'aucune aide sur ce point de vue-là. Donc en fait, on fait du bénéfice, on paye l'impôt, on applique les règles classiques, environ 30% d'impôt, et on paye notre impôt. Et on voit et on constate, dans le monde de la technologie ou des grandes entreprises, avec beaucoup de stupeur, que ces entreprises-là payent très très peu d'impôts en France, pour la plupart, voire pas du tout. Voire d'autres sont subventionnés pour recruter. Alors que pour les petites entreprises, parce que ces grandes entreprises sont dans un rapport de force où ils peuvent dire moi j'arrive en France, si vous voulez je vais venir en France et je vais créer 1000 emplois. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Et finalement ils arrivent à obtenir des subventions. Bien sûr, une petite TPE ne peut pas faire ça. Sauf que ces petites entreprises, si on les ajoute, sont très nombreuses et font peut-être une très très grande partie aujourd'hui de la création d'emplois et surtout de valeur et de nouveaux produits, de nouveaux concepts qui passionnent aussi les salariés, qui permettent de redonner un peu de passion aux gens qui cherchent un travail ou qui veulent changer ou se reconvertir, le numérique, mais il y a d'autres aspects. Et voilà, et ça je le constate. Alors nous, moi, et je ne suis pas le seul, toutes les startups et les entreprises qui se montent, ont pour objectif de changer ça, de changer la culture déjà de ce qu'on pense d'une entreprise, et surtout de changer, de montrer qu'en France, on peut encore créer, on peut encore recruter, et à des salaires pas forcément faibles, à des gros salaires. C'est juste qu'il faut que l'État aussi pense à ça. Alors je sais qu'on a accès à des subventions en tant que petite entreprise, mais c'est beaucoup plus dur. Et quand on est petit, on n'a pas forcément les moyens d'aller les chercher. Alors il y a des choses qui se montent dans ce sens-là. Mais c'est vrai que quand on constate ça, c'est très frustrant. Et c'est presque... il y a quand même une injustice pour ça. Et donc vous voulez dire que l'injustice, on s'adresse trop aux grands groupes. Exactement. Donc par exemple, la réunion de lundi avec les 150 entreprises étrangères, vous dites pourquoi les entreprises françaises ne sont pas également conviées à ce genre de réunion? Alors peut-être qu'on devrait se réunir, alors on entend souvent parler du patronat, etc. Moi, en petite entreprise, le patronat il est très loin. Le MEDEF, moi, il est très loin de chez moi. Je
je ne suis pas en contact avec eux, si vous voulez. C'est pour ça que c'est quelque chose que je trouve dommage. Alors peut-être qu'il faudrait faire quelque chose qui réunisse les petites entreprises de façon un peu plus, de leur donner une voix un peu plus. Voilà. Après, je suis pas expert. Voilà. Oui, que le MEDEF Philippe soit Sueur. loin de vous, ça c'est certain, mais ça vous deviendrez une grosse entreprise. Non, ce que je voulais simplement ajouter, c'est qu'il y a énormément de réseaux qui se sont constitués d'information, de solidarité entre les entreprises, en fonction souvent de leur territoire, de leur spécificité. Rien qu'en Val d'Oise, Il y a une soixantaine, une bonne soixantaine. Ouais, Enfin, 120 même, on dit. On parle de 75, bon, Ouais. mais qui sont On dit même 120, mais bon. vraiment en lien avec leurs adhérents et pour des participations très modestes. Oui, le Val d'Oise est d'ailleurs assez tonique dans ce domaine, mais ça, on pourra en reparler. Mais là, On en vous parle avez raison, régulièrement. c'est que bon, les grands groupes ne sont pas des grands contributeurs financiers, et on ne parlera pas des GAFA. Mais ce que souligne Bassel Abedi, et il n'a peut-être pas tort, et c'est ce que disent d'ailleurs certains autres chefs d'entreprise dans des entreprises un petit peu plus importantes, des ETI même, ils disent, nous, on connaît les bonnes solutions, on a des propositions à faire, on les fait, mais on n'est jamais écouté. Pourquoi? Alors vous disiez qu'il y avait une distance de nos gouvernants, et ça depuis des décennies, ça ne date pas d'il y a 2 ans, depuis 2 ans. Pourquoi est-ce que justement on n'écoute pas les personnes qui ont finalement les pieds sur terre? Mais ils n'écoutent pas davantage les communes de France. Non, parce que, mais nous sommes administrés par des cerveaux certainement très bien établis qui sont trop éloignés du territoire, qui ne vont pas sur le terrain. Bon, je mettrai juste un bémol au regard des entreprises parce que il y a un service au moins en Val d'Oise et je le vois aussi au niveau de la Direction générale des entreprises à Bercy. Je pense à la Directe qui franchement en Val d'Oise, parce que là nous en sommes vraiment les observateurs, les témoins, il y a un véritable regard, une véritable implication et du lien. Mais pour le reste, bien entendu. Mais les communes de France, si on les avait écoutées depuis quelques années, au lieu de les serrer, le fameux pacte d'aboutir à des communes dont on a baissé la dotation globale de fonctionnement, qui n'est pas un cadeau de l'État, c'est un dû, c'est un dû, c'est pas un cadeau, c'est pas une subvention. Parce que je l'ai déjà expliqué de nombreuses fois, avant l'invention de la TVA, les communes de France avaient leur autonomie financière et fiscale en prélevant les taxes locales sur le chiffre d'affaires. On leur a retiré, on leur a dit bon, puisque c'est la TVA qui est perçue par l'État, donc les communes doivent être compensées qui touchaient de leur autosuffisance. Bon, et aujourd'hui, on leur a enlevé. La ville d'Angoulême n'a plus de dotation globale de fonctionnement. Bon, ils ne sont pas malheureux, ils ne sont pas les plus malheureux, mais il y a des communes qu'on a mis en grande difficulté. Et Bercy n'entend rien, les cabinets n'entendent rien. Alors justement, le débat, parlons des débats, puisqu'on est dans l'ère des débats nationaux. Est-ce que vous allez, vous, lancer des débats au sein de la ville d'Anguin pour que les citoyens puissent venir s'exprimer? Oui, bien sûr. Je pense que c'est nécessaire. Donc, j'ai ouvert très vite un cahier de démocratie locale, pas un cahier de doléances, parce que faut arrêter aussi de demander, parce que vous savez, l'État est ruiné. Il faut quand même le savoir. Bon, l'État est ruiné. Or, dans ce cahier de démocratie, nous avons reçu peu de contributions d'ailleurs. Certaines ne portaient que sur des problèmes strictement locaux, mais d'autres, quelques contributions sont exceptionnelles. Et là, on voit, on dit, waouh, il y a des citoyens dont on n'avait pas entendu parler, qu'on ne connaît pas, qui, d'un seul coup, vont exprimer une vision, une analyse. Bravo. Donc, le débat, là, il a de l'intérêt. Il a de l'intérêt. Nous en ferons 2 au moins. Il y a 4 thèmes, puisqu'on les a rappelés. Les 4 thèmes sont, bien sûr, la transition énergétique, l'écologie, la citoyenneté, l'organisation de l'État et la fiscalité. Bon, là, il va bien falloir en parler. Mais je me demande, pour ça que je reviens à ce que j'ai évoqué tout à l'heure, que vous m'avez permis d'exprimer, comment des Français qui ne paient pas d'impôts vont parler d'impôts. Voilà. C'est un problème de citoyenneté. Donc nous ferons 2 réunions. 2 réunions dès le 7 février et le mercredi qui suit, je pense, donc le 20 février.
3 heures. Nous aurons donc un modérateur qui sera hors représentant politique. Nous voulons donc une sorte de garant. Nous avons là donc un citoyen qui animera. Nous, les élus, nous ne devons pas y participer autrement qu'en étant présents, éventuellement en s'exprimant en tant que citoyen. Nous organisons, mais nous ne conduisons pas. Voilà, pour laisser la neutralité. Et je dis par là qu'il ne conviendrait pas que des députés ou des engagés politiques récupèrent également de la parole en organisant des réunions de cette nature. Je crois qu'elles doivent être les plus blanches possibles, les plus transparentes possibles. Alors, donc, on va rappeler les 2 dates. 7 et 14, vous donnez rendez-vous aux citoyens qui veulent s'exprimer pour le débat national sur les 4 thèmes, le 7 et le 14 février prochain. Nous ferons en fin mi-mars, nous aurons la date, elle n'est pas arrêtée. Je souhaiterais réunir les acteurs économiques pour qu'ils s'expriment également. Et mi-mars. Donc, on attendra la date, on la rappellera à l'antenne, il y aura la parole effectivement. aux jeunes gens également. Mais ça, c'est plus interne. Mais, voilà. Alors, on est inscrit sur la plateforme, bien entendu. La ville d'Anguin a fait son inscription sur la plateforme nationale. Alors, j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit aussi, c'est l'absence de vision de nos gouvernements. Pour vous, quels sont les grands investissements que la France devrait faire? D'abord, les grands investissements ont porté la France. Bon, c'était les 30 Glorieuses, c'est vrai, mais le réseau ferré, les autoroutes qui ont été des réalisations nationales, aujourd'hui privatisées, honteusement vendues, dont d'ailleurs les rendements qui étaient dans les filiales de la Caisse des dépôts assuraient le Fonds national d'investissement. C'était 6-7 milliards par an. Bon, nous n'avons pas aujourd'hui la capacité à financer un grand projet. Le seul grand projet qu'on s'est trouvé aujourd'hui qui est francilien, qu'on n'arrive même pas à financer convenablement, on va mettre 15 ans pour le faire, c'est assez court en termes de financement. Les grands emprunts iront plus loin. C'est le Paris Express, le métro donc, qui va rendre des grands services à la périphérie immédiate de Paris, mais pas à la périphérie plus éloignée, encore une fois. Voilà encore des déséquilibres. Mais il nous faut des grands projets. Autre sujet qui vous agace, si j'ai bien compris, c'est le droit français. Oui, mais ça c'est le professeur de droit. Ouais. Bon, bien sûr que j'ai beaucoup enseigné. Vous avez parlé que j'étais historien du droit. Oui, mais je suis d'abord un agrégé de droit au départ, donc j'ai beaucoup enseigné. Le droit est un monument, le droit est un ordonnancement qui repose sur des logiques, sur des principes. Et quand les principes s'éloignent, quand les valeurs qui sont plus des éléments d'éthique ne sont plus perçus, le droit a bien du mal à se fabriquer. Il n'est plus qu'une accumulation de règlements qui s'empilent les uns sur les autres, avec une fâcheuse tendance, c'est que les pseudo-politiques qui nous gouvernent depuis quelques dizaines d'années ont la fâcheuse réponse de dire à un dysfonctionnement, on fait une loi. C'est pas possible ça. C'est pas possible parce que d'abord il y a pléthore, on a accumulé, nous sommes dans un monument qui donc n'est plus lisible. Quand le droit n'est plus lisible, il est moins compréhensible. Quand il n'est pas compréhensible, il n'est pas légitime. On ne comprend pas. Voilà. Et puis il faut de la stabilité. Les entreprises ont besoin de stabilité juridique et fiscale. Les entreprises ne font pas des coûts. Ils fonctionnent sur une programmation, sur une stratégie. Merci Philippe Sueur. Donc je rappelle quand même les chiffres chocs que vous avez annoncés. 43% des Français payent actuellement 74 milliards d'impôts contre il y a à peine 10 ans. 53% des Français qui payaient que, si je puis dire, 55 milliards d'impôts. On va tout de suite faire une pause musicale pour passer ensuite la parole à Dominique Rolland. Et puis Philippe Sueur, je vous repasserai la parole en conclusion tout à l'heure pour que vous nous parliez un petit peu de la ville d'Enghien-les-Bains. Donc après, je te repasserai la parole en fin d'émission pour conclure sur le budget participatif et la cantine scolaire, par exemple. Mais on va d'abord entendre Dominique et puis notre start-up du jour. Alors là, c'est quoi, Philippe? Suba, Synapson. Encore du temps. Oui, mais ça passe vite. Programmé au banni avec Synapson. Suba, c'est le titre? Ouais, c'est le titre. Et Synapson. C'est
ça sort, s'il te plaît? Ça cartonnait là, en 2018. Fin 2018, ouais, c'est sorti. Je vais m'en soirée. Très bien. Bah, c'est bien, vous aimez bien vous ces rythmes-là? Mais on a programmé Synapson. Ah bon? Déjà, bien sûr. Donc, Vous l'avez programmé quand? au manuel, il y a quelques années. Ah, C'était pas l'année dernière, mais avant. Ah, bon. donc Dominique, avec vous, on parle que du PIDS ou bien il y a d'autres sujets? Je pense que c'est suffisant. Il y a un autre sujet intéressant. L'exposition, on n'en parle pas? L'exposition qui vient de démarrer? Bah, l'exposition, oui, elle a démarré. Vous voulez dire elle rencontre Vous voulez peut-être en dire un petit mot tout de suite, peut-être? Ok, alors on commence par l'exposition, puis après on finit sur... Parce que ça va être plus long sur le... D'accord. On y va Nous voici de retour au bar de l'économie. Je suis toujours en compagnie de Philippe Sueur, maire d'Enghien-les-Bains, de Dominique Rolland, directeur général adjoint de la ville d'Enghien-les-Bains et du Centre des Arts, bien sûr, et donc de la culture, et puis de Bassel Abedi, président fondateur de Rendement Locatif. Alors tout de suite, on va passer la parole à Dominique Rolland. Dominique Rolland, 2 événements majeurs. Le premier, c'est l'exposition qui vient de démarrer. On va peut-être quand même en dire quelques mots avant de passer au Paris Image Digital Summit, si vous voulez bien. Oui, c'est une exposition d'ailleurs qui rejoint très bien le Paris Image Digital Summit, puisque c'est une exposition sur l'holographie. Alors quand on parle d'holographie, on parle évidemment d'image. Et évidemment, l'image, la création de l'holographie, c'est un sujet qui est ancien, qui a été amené à la fin du 19e siècle avec ces systèmes de paper ghost, c'est-à-dire d'écrans transparents et qui, par le reflet, projetaient une image en particulier sur un écran et donnaient l'illusion, si vous voulez, d'une personne qui apparaissait dans l'espace. Voilà. Et on a fait beaucoup de progrès dans ce domaine, c'est énorme. Et la France en particulier, parce qu'il faut se souvenir que les Français, comme pour la photographie et pour le cinéma, ont été précurseurs et inventeurs de l'holographie, puisque la stéréoscopie, vous savez, quand vous allez au cinéma, vous utilisez des lunettes, des lunettes, on dit des lunettes 3D, finalement c'est de la 2D, c'est-à-dire que vous avez 2 images superposées qui vous reconstituent la spatialisation, c'est-à-dire vous avez une vision, une impression, et donc c'est le cerveau, si vous voulez, qui fait ce raccord en quelque sorte. Et donc, cette exposition, elle est dans le fond un peu l'archéologie des effets spéciaux, en quelque sorte. Donc, il est intéressant toujours de regarder l'histoire et de se pencher en arrière. Donc, pour beaucoup de classes, pour beaucoup de jeunes, et tout public, bien sûr, de venir voir cette exposition, c'est un petit peu l'apprentissage où on voit des choses très, très anciennes, avec des effets très anciens, mais qui sont issus de laboratoires de recherche, en France et aussi du musée de l'holographie. Alors, le musée de l'holographie, aujourd'hui, c'est peut-être un peu un dinosaure face à nos technologies avancées sur les effets spéciaux. Oui, parce qu'on a fait beaucoup de progrès là voilà, aussi, en 10 ans, c'est énorme. Mais en même temps, c'est un retour vers l'histoire et ça se conjugue avec le Paris Image. Alors justement, Paris Image Digital Summit démarre le 30 avec, je le disais tout à l'heure en introduction, la remise des Génie Awards. Donc il y a 7 catégories, c'est bien ça, Dominique Rolland? Oui, c'est exact. Il y a 7 catégories sur les meilleurs effets visuels et longs métrages, sur la fiction, sur la télévision, sur les effets visuels pour la publicité, et pour l'environnement également, et pour les personnages et les créatures, parce qu'il y a aussi la fabrication de personnages, de plus en plus d'ailleurs dans le cinéma, et puis la meilleure innovation et le meilleur film étudiant. Alors qui juge de tout ça? Comment ça s'organise, ces Génie Awards, ces récompenses? Alors les récompenses, d'abord il y a un jury, il y a un comité de sélection qui préside, et donc évidemment la profession est très connue, donc ça veut dire que les superviseurs des effets spéciaux qui sont aujourd'hui, qui sont nommés et qui sont sélectionnés, parce qu'il va y avoir de cette sélection, eh bien il va y avoir un lauréat dans chacune de ces 7 catégories. Alors là, je ne vais pas vous faire l'énumération de tous ceux de tous les candidats. Des candidats, mais c'est des candidats sur des films importants.
et en même temps qui Mais révèle aussi... Qui peut candidater justement? Alors c'est en principe des producteurs, puisque ça dépend aussi de la sortie, de l'actualité des films. Là, il s'agit de films. Alors pour certains, il s'agit de la carrière d'un superviseur des effets spéciaux, hein, ce sont les génies d'honneur. Et ça peut remonter à une carrière avec une réalisation sur 10 films, hein, ce qui a été le cas sur 50 Pets, par exemple, et sur Joe Leterrier, hein, sur Donc là, vous Avatar. parlez de films qui sont au cinéma. Voilà, qui sont au cinéma, mais qui sont ont récompense pour la carrière d'un grand superviseur au cinéma. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que les réalisateurs à Hollywood pour les Oscars, ce sont les réalisateurs principalement, les interprètes, mais souvent il y avait tout un secteur, un pan de la création qui était oublié, les superviseurs des effets spéciaux. Alors c'est vrai que cet événement, eh bien, il participe à récompenser et à distinguer et surtout révéler en quelque sorte ces métiers qui sont déjà des métiers très avancés. Et en termes d'emploi, ce sont ce qu'on appelle des métiers en tension, c'est-à-dire ces emplois, nous avons tout de suite, pour ceux qui sont formés, eh bien, à la sortie de la formation, eh bien, des entreprises, des boîtes de production dans les effets visuels qui recrutent. Donc, en fait, on recherche des talents, c'est ça que vous nous dites. C'est la récompense des talents, des référents. Mais il n'y a pas que le cinéma, hein, ça vous l'avez dit, on l'a cru entendre, il y a les films de publicité aussi, donc les entreprises peuvent être récompensées. Les films de publicité, bien sûr, aussi la les documentaires aussi. Les documentaires, oui, ça va. Donc ça, c'est la télévision. La télévision, également l'environnement, hein, sur des films d'environnement, sur la création de personnages. Ou de décors aussi. Oui, des décors. Tout un ensemble. Tout un ensemble, exactement. Alors, cette année, donc, je crois que vous mettez... alors ensuite, bien sûr, démarre le jeudi et le vendredi les 2 journées réservées aux professionnels. Donc là, c'est des masterclass et puis des bonnes pratiques. On va découvrir les dessous des effets spéciaux de certains films, c'est ça? Oui, c'est exact. Alors, qui sont les personnalités qui vont animer ces masterclass? Il y a une très grande personnalité, c'est John Knoll, qui est à la fois celui qui est le créateur du logiciel Photoshop, pour ceux qui travaillent dans la communication, c'est important, mais c'est surtout quelqu'un qui a fait son entrée en 1986 auprès de George Lucas, donc vous voyez un très grand réalisateur et producteur de films dans les effets visuels, donc il représente vraiment une expérience de 20 ans d'expérience, et donc chez ILM en particulier. Puis ensuite avec George Lucas, il a travaillé sur Abyss, qui est un film de James Cameron, et puis qui a obtenu 10e Oscar, hein, pour James Cameron, et puis Pirates des Caraïbes dans les années 2000, où il a encore remporté un Oscar, à côté du réalisateur Spielberg, et puis Ron Howard, Brian De Palma, vous voyez, les réalisateurs avec qui il a travaillé, c'est quand même important, James Cameron, George Lucas, ou Martin Scorsese, voilà. Alors, il va animer un masterclass le vendredi 1er février à 19h, autour des effets spéciaux de Pirates des Caraïbes, de Star Trek et Hugo Cabret. Vous voyez, c'est intéressant. Donc ça, c'est pour nos auditeurs. Inscrivez-vous vite parce que je ne sais pas s'il restera beaucoup de place. Donc là, même le grand public peut y assister? Oui, tout à fait. Également, il y a Ève Rambos, qui est aussi une personnalité, parce que... Donc là, une femme à l'honneur cette année. Ce dont je vous parle, ce sont les personnalités qui seront présentes pendant le PITS. Alors, il y a Ève Rambos, qui a fait l'école des beaux-arts à Bergen en Norvège, mais qui est surtout connue en France pour être une des grandes figures des effets spéciaux en France. Elle a travaillé avec Dominique Isserman, Peter Greenaway, Brian De Palma, Steve Barron et également Olivier Assayas. Et puis... alors ça, c'est quand la masterclass avec Ève Rambos? Alors là, c'est sur les jeudis et vendredis. Hein. Donc là, je donne un élément général, mais il y a également d'autres personnalités il faut que je vous cite, comme Christophe Serrand, DreamWorks, qui est quand même une entreprise. DreamWorks, c'est important, oui. Voilà, qui va intervenir sur Dragon 3, hein, qui va d'ailleurs être présenté en public, en projection. Jacques Bled, et c'est MacGuff, qui est une entreprise d'ailleurs qui va être présente, autour de Moi, Moche et Méchant. Gilles Gaillard, donc, qui est le Technicolor, qui sera présent. Également Nicolas Saada, donc, qui a travaillé avec Yann Conen, hein, qui sont des très grands réalisateurs, et également Natacha Régnier, qui est autour de l'écume du jour de Gondry. Voilà.
Et puis, Donc on aura toutes ces personnalités présent. qui vont donc nous expliquer toutes leurs techniques des effets spéciaux des films à laquelle elles ont participé. Oui, mais alors ce qui est particulièrement bien par rapport à de nombreux festivals, c'est qu'il y a une place aussi pour les jeunes, une place pour le grand public, parce que dans beaucoup de festivals, le côté professionnel, c'est vrai, est réservé aux professionnels, mais il y a aussi cette ouverture cette année qui est en développement, c'est une volonté de la ville d'Enghien-les-Bains, c'est-à-dire d'ouvrir des séances pour les scolaires pour différents niveaux. Et ça, je peux vous dire, c'est tout à fait rare et tout à fait étonnant, parce que c'est 6 séances qui sont à 3 niveaux et à 3 thèmes qui vont toucher 1000 jeunes. Alors je vais vous donner en quelques mots. D'abord, c'est Chloé Dumoulin qui va intervenir, qui est une ancienne élève de l'Institut Georges Méliès, et qui va intervenir comment fabrique-t-on un film d'animation sur ordinateur. Alors ça s'adresse à des CM1 et CM2. Donc les classes d'Enghien-les-Bains sont privilégiées, parce que vous avez au total 1000 jeunes qui vont être impactés par ces sensibilisations, on pourrait dire formation, mais c'est déjà un premier pas. Et puis pour les effets spéciaux numériques et pratiques, donc qui vont être animés par Alexandre Poncet, qui est un journaliste, qui est réalisateur également, et qui dévoilera les fabrications des effets spéciaux de Star Wars. Donc c'est intéressant, et montrera les liens entre les techniques nouvelles et les techniques anciennes. C'est pour les 5e et 4e. Et puis un parcours de professionnalisation. Vous voyez, là on rentre vers des jeunes qui sont de niveau de première terminale sur le lycée d'Enghien et d'autres lycées, et bien qui est autour du parcours professionnel, des choix d'orientation d'école et d'entreprise, et en même temps qui est lié à l'orientation et au marché du travail. Voilà, je veux dire, c'est un élément important. Bien sûr qu'il y a le samedi, évidemment, des... Alors pour ces jeunes, c'est Oui. quel jour? Alors pour ces jeunes, ça a commencé déjà. Ah, ça a déjà oui, commencé. Déjà depuis hier, parce que si vous voulez, pour accueillir 1000 jeunes, enfin, si on part de CM1, des petites classes, en passant par Jusqu'au le collège, terminal, au voilà. terminal, effectivement, ça s'étale sur une semaine. Donc si vous voulez, c'est un petit peu un... Ah, donc c'est la grosse nouveauté cette année. Vous étalez sur une semaine des masterclass effets spéciaux pour Absolument, nous en tout avons niveau. accueilli une centaine hier. J'en voyais ce matin avant de venir à l'émission, qui attendaient sagement à 8h30 au Centre des Arts. Et puis, il y a évidemment toute cette ouverture pour le grand public, évidemment avec en particulier le samedi, bien sûr, il y aura la présentation de Dragon 3. Il y a aussi les 20 ans de Matrix qui vont être présentés avec les équipes de réalisation et de supervision des effets spéciaux. Et puis Mad Dreams and Monster qui va être présenté. Alors, tout le samedi, c'est vraiment une fête pour le grand public, puisque en même temps, il y a des présentations de ces films. C'est tout à fait unique d'avoir en même temps les équipes qui ont travaillé sur ces films, de présenter ces films au grand public et avoir cette soirée en particulier sur Matrix. Donc c'est un bel événement en perspective, parce que c'est un événement qui est ouvert et qui est en même temps professionnel. Voilà, donc, évidemment, les job fairs, je ne veux pas oublier le job fair, parce que le job fair... alors la job fair, c'est donc pour tous ceux qui veulent trouver un emploi dans le domaine des effets spéciaux, j'imagine. Donc ça, c'est le samedi, je pense. Alors, ça, c'est le jeudi et vendredi. Ah, c'est jeudi et vendredi cette année. Vendredi, et là, l'objectif, c'est 200 emplois à pourvoir. 200 emplois à Oui, pourvoir, bien donc donner des objectifs dans un événement comme celui-là. le 1er février et le 31 janvier et le 1er février, si j'ai bien compris. Avec des sociétés qui sont présentes, qui sont Cube Creative, Framestore, MacGuff, Micros Animation, Micros Team, et puis Trimaran et Umedia. Donc des sociétés qui sont présentes en même temps, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est un raccord direct sur l'emploi, un raccord direct entre des jeunes qui sortent de formation d'école ou qui pourraient s'orienter et qui sortent avec une formation bien sûr acquise. Mais c'est important parce que c'est une réponse directe sur l'emploi. Oui, c'est très intéressant. Donc, il faut absolument que vous prévoyiez votre agenda et que vous libériez du temps à la fois pour venir à toutes ces rencontres professionnelles, mais aussi, Dominique Roland, il y a des programmations cinématographiques le soir
Moi, j'ai noté notamment Mission Impossible à 21h30 le 30 janvier, Rogue One le 1er février, Dragon 3 le samedi 2, et puis Matrix, bien sûr, puisque comme vous l'avez dit, c'est les 20 ans de Matrix. Par contre, je n'ai pas la date de Matrix. Je ne sais pas à quelle heure vous allez et quand vous allez diffuser la série, le film Matrix. Matrix, c'est le samedi. Ça, c'est samedi. C'est à 19h30. Voilà. Et puis donc pour tous les, parce qu'il y a beaucoup d'élèves, je pense, de 3e et de première ou terminale qui sont en recherche de futures formations, qui sont très intéressés par les effets spéciaux. Donc s'ils n'ont pas pu cette année, moi je propose qu'ils prennent leurs agendas pour l'année prochaine, puisque c'est un événement que vous allez renouveler l'année prochaine, je pense. C'est un événement annuel. Après, c'est vrai que cet événement, il nécessite aussi des moyens et des aides de la part d'autres partenaires. Il faut rappeler que c'est la ville d'Enghien-les-Bains qui porte cet événement, qui d'abord le produit, cet événement intégralement aujourd'hui, avec évidemment l'aide de la région Île-de-France, du département du Val-d'Oise, aussi du groupe Arrière, qui vraiment s'est associé en particulier sur la soirée des Gini Awards, donc qui apporte une contribution qui est non négligeable, et du CNC, puisque la profession est concernée, et puis des partenaires privés qui sont Wacom, qui sont Micros, le film français, le syndicat des effets visuels. Donc vous fonctionnez comme une start-up finalement, il faut trouver des financements et vous faites des appels. Il faut progresser. Voilà, des appels. Merci beaucoup Dominique. Philippe Sueur, oui. Demander à Dominique, pour la job fair, il y a inscription nécessaire ou... Oui, c'est sur réservation d'inscription. Parce qu'on ne peut pas imaginer que 500, 600 jeunes gens viennent... L'année dernière, il y en avait 1000, et cette année, donc peut-être tout autant. 1000 rendez-vous, oui, c'est énorme. C'est magnifique. C'est un événement national maintenant, et je crois qu'on peut saluer la région Île-de-France de nous avoir confié, transféré cet événement. Merci beaucoup pour cette présentation. On va faire une nouvelle petite pause très courte musicale et ensuite on va entendre parler de rendement locatif. C'est très intéressant. Vous allez voir cette plateforme qui a été développée depuis 2016. Là, très court. Hein. C'est qui là cette fois? Bruel, Patrick Bruel. D'accord. Et c'est quel titre? Recommencer. À ma place. Mais qu'est-ce que tu ferais que je ne ferais pas de surface en surface? J'en ai loupé des buts. Et j'ai Merci Philippe. Et puis ça disparaît, un peu comme toi et moi, de guerre lasse en guerre lasse. Bon, le pauvre, on va lui couper le sifflet au bout d'une minute. Hein. Alors, on a nos auditeurs sur Facebook qui vous disent bonjour et on nous dit même magnifique. C'est Sacha. Non, c'est... Oui, entre autres. Je vois pas parce que ça c'est un peu caché, mais magnifique et elle nous fait hashtag lac d'Anguin. Aïe, lac d'Anguin. Merci aux auditeurs de Facebook. J'essaierai de comprendre pourquoi l'amour est là, car il n'en s'y va. J'ai perdu les syllabes et je Donc elle a relevé le jeu de mots aïe, lac d'Anguin. C'était pas facile à entendre. On le voit, on comprend mieux. Oui, mais on en parlera pour ta conclusion. Notre nouvelle identité, c'est effectivement On rend un pastiche de New York, c'est un lac de New York, dans le cœur, je dis lac, et là c'est... On rend l'antenne vers 10h24, je vous précise. Donc vers 22, je vais te faire conclure. Et en attendant, parce que c'est comme ça. Non. Et on commence pas à 9h. Ah bah non, tu vois, t'as vu? On commence. 3 minutes de retard, Oui. j'ai vu du grignoter. Eh ben tu le dis à Christophe. On grignote des minutes, oui. Allez, on y va. C'est reparti. C'était Patrick Bruel, tout recommencé au bar de l'économie sur IDFM. Je suis toujours en compagnie de Philippe Sueur, maire d'Enghien-les-Bains et vice-président du conseil départemental du Val-d'Oise, de Dominique Roland, directeur général adjoint de la ville d'Enghien et de la culture et donc du Centre des Arts, et puis de Bassel Abedi, à qui je vais passer la parole tout de suite, car il a fondé Rendement Locatif. Vous avez créé cette société Bassel en 2016. Comment vous est venue cette idée ? Alors, c'est venu en fait pour répondre à un besoin personnel qui était à une époque, j'étais salarié à l'époque, hein, je ne sais plus si j'ai précédemment créé cette société, j'étais salarié chez Microsoft, ici au Mino, en région parisienne.
Avant cela, j'étais dans des startups. Et cela, c'était juste un peu avant, quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier. En fait, c'est simple, je me suis posé la question, je pense que beaucoup de Français se posent. C'est dans un contexte, une époque où d'avoir une retraite stable est assez incertain. Les rendements de placement classiques, sécurisés, type livret A ou autres, sont de plus en plus bas. Il reste plus beaucoup d'alternatives non risquées, entre guillemets. Il reste encore la bourse, qui est finalement... On ne touche rien, c'est très éloigné des gens. C'est très compliqué aussi, vous voulez dire? On ne contrôle pas grand-chose, il faut bien l'avouer, en tant que particulier néophyte. Et puis on n'a pas le temps peut-être d'y aller tous les jours pour vérifier ses investissements. Voilà, on se dit que c'est ce qu'il faut faire. Alors après, j'ai appris à la bourse que voilà, ça ne se faisait pas comme ça, mais bon, c'est un autre sujet. Et du coup, à cette époque-là, je ne savais pas trop. Et il reste bien sûr quelque chose de très concret et que les Français aiment beaucoup, qui est l'immobilier, puisque là, finalement, on achète quelque chose de physique, de concret. On a la main sur la chose. On contribue aussi à mettre en location des logements à des personnes, qui soit en ont besoin, soit temporairement, soit plus longuement. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait très peu d'aides dans ce domaine, c'est-à-dire pour accompagner les particuliers qui n'y connaissent encore rien à l'investissement immobilier. Et surtout, je me suis rendu compte après coup que finalement, ils n'avaient pas besoin d'être riches pour investir dans l'immobilier. Souvent, il suffisait juste d'un revenu stable ou d'un peu d'économie pour investir dans l'immobilier sans forcément avoir beaucoup d'argent aussi. Donc, voilà. Donc en fait, comme vous dites, ce que vous dites, c'est comment profiter des taux bas de crédit en ce moment. Il y a ça aussi, oui, tout à fait. Donc finalement, nous, ce qu'on a fait, c'est que ce que j'ai créé, je m'en servais pour moi-même, c'est au départ un simulateur qui permet de savoir si notre l'achat immobilier que vous comptez faire est viable ou pas. Et souvent, il ne l'est pas. Donc, le simulateur permet aussi de ne pas faire de bêtises. Voilà, premier bénéfice avec votre plateforme, c'est le simulateur. C'est ça. Et donc, le simulateur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous aider. Donc, il va vous donner un peu les loyers qui se pratiquent dans la ville où vous voulez investir. Il va aussi calculer la rentabilité, mais cette fois, la véritable rentabilité de votre investissement immobilier. Et en France, la fiscalité est d'une complexité incroyable. Je pense que c'est peut-être le système le plus compliqué en ce qui concerne l'immobilier, de toute façon en général. Il y a des tas de régimes fiscaux pour investir dans l'immobilier. Je ne vais pas les détailler ici, ça serait trop long. Mais justement, l'outil retire cette complexité et donne finalement accès, il est très éducatif aussi aux particuliers néophytes d'investir dans l'immobilier en sécurité. Et là pourquoi j'ai créé cet outil, c'est que je me suis rendu compte que pour un particulier, le conseil demain vous voulez investir dans l'immobilier, vous allez tomber sur certains professionnels. Donc, agents immobiliers, conseillers de patrimoniaux, commerciaux de promoteurs qui vous proposent des biens neufs. Il faut savoir que toutes ces personnes, alors elles sont plus ou moins bien sûr compétentes, mais toutes ces personnes ont un intérêt qui est quand même le leur en premier, qui est de vendre un bien immobilier, de toucher une commission sur une vente de biens neufs au promoteur. Le promoteur, lui, il faut qu'il construise. Bon, après ça, je ne vais pas parler ici. Mais il ne s'intéresse pas vraiment à votre avenir financier. Puisqu'une fois qu'il a fait sa vente, vous vous retrouvez avec un bien immobilier, un crédit, et après, c'est à vous de vous débrouiller. Donc, moi, j'ai un peu inversé la chose. Nous ne sommes pas vendeurs de biens immobiliers. Nous sommes là juste pour fournir un outil qui soit le plus précis, le plus complet et le plus honnête possible, et objectif. Et nous sommes rémunérés que par les utilisateurs du service. Pas de publicité, pas de vente de biens immobiliers, rien de tout ça. Et pas de vente de données de nos utilisateurs. Très important, qu'on a mis qui fait partie de l'ADN de ce qu'on fait. C'est-à-dire que oui, en fait, tous ceux qui s'inscrivent, vous voulez dire que tous ceux qui vous respectez le RGPD, tous ceux qui s'inscrivent chez vous, c'est secret, vous ne vendez pas vos fichiers, c'est ça que vous voulez dire? Si on était amené à transmettre une donnée utilisateur, c'est uniquement parce que l'utilisateur on l'aurait demandé au l'utilisateur, il l'aurait explicitement dit. Donc, ce service rendement locatif, c'est pour qui? C'est pour tout le monde? C'est pour tout le monde. Voilà. Donc, on va sur Internet. Alors, comment ça marche? Application mobile. Alors, sur Internet ou application mobile, on est très digitaux, on est très numérique. C'est très simple, vous rentrez une ville, une surface, il va déjà vous donner les prix auxquels vous pouvez investir, le loyer auquel vous pouvez louer, vous lancez la simulation, et il va vous donner la rentabilité nette, le coût mensuel, impôt compris, il va vous calculer l'impôt. Alors c'est un prix moyen par ville, c'est ça qui se calcule? Il va se calculer. Alors on va aussi plus loin, on a un petit plugin. Alors pour ceux qui connaissent un peu l'informatique, c'est un peu comme quand vous installez un plugin quand vous êtes sur votre navigateur internet.
vous pouvez bloquer les publicités, par exemple, ça existe. Nous, on a fait un petit plugin qui va enrichir les annonces des grands sites immobiliers. Donc vous allez sur Le Bon Coin, Se Loger, Explore, parce que c'est la première chose que vous faites quand vous cherchez un bien immobilier. Et il va vous indiquer, en fait, il va afficher la rentabilité brute de ce bien immobilier directement sur l'annonce. Ça, c'est la première chose qu'on fournit. Et après, vous pouvez affiner votre calcul. D'accord, donc grâce à ce plugin, finalement, on a tout de suite les biens moyens par ville, parce que vous avez fait l'analyse, il fait l'analyse tout de suite des biens. Donc Donc le prix moyen, vous pouvez le comparer au marché. Donc voilà, par exemple, on a 200 000 euros à investir, tout de suite, ça nous donne les meilleures annonces des villes qu'on a choisies, c'est ça? Oui, on peut faire ça aussi, exactement. J'ai bien compris. Alors, la troisième, donc, on peut aussi, troisième chose avec vous, on peut aussi consulter des annonces d'immobilier et faire des alertes de recherche, c'est ça? Tout à fait. Alors, nous, on est très orienté investisseurs. En fait, nous, on comble un besoin qui n'avait pas été comblé avant. Si vous allez sur le site d'annonce, vous avez juste un prix, une description, mais vous ne savez pas vraiment ce qu'il vaut en termes d'investissement. Alors, il y en a qui achètent pour une résidence principale et il y a d'autres qui achètent pour investir. Et là, en fait, ce qu'on permet, c'est de recevoir des alertes de nouvelles annonces qui apparaissent, mais basées sur des critères investisseurs. Rendement, prix au mètre carré, est-ce qu'il y a un locataire en place, est-ce qu'il y a des travaux à effectuer, et ce genre de choses. D'accord, donc c'est très précis. Oui. Et puis, vous faites aussi du courtage en crédit immobilier. Oui, donc ça veut dire qu'en même temps, vous proposez le service, finalement, on peut acheter tout en passant par vous pour avoir le meilleur taux, c'est ça? Oui, alors en fait, on est parti d'un simulateur, mais on s'est rendu compte ensuite qu'il y avait d'autres besoins dans les étapes d'un achat immobilier. Une des étapes qui est très importante et qui est bloquante, hein, qui est un point, c'est le crédit immobilier. Et obtenir un crédit dans une banque, tous ceux qui l'ont déjà fait savent que c'est très compliqué. Enfin, très compliqué. Ça n'est pas simple. Aujourd'hui, les banques sont très réticentes, même aux particuliers, à prêter. Hein. Je ne parle même pas des entreprises, hein, parce qu'on est aussi une start-up. Et en fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on devait aider, alors surtout pour les investisseurs. Les investisseurs, il faut savoir qu'un investisseur immobilier, c'est pas comme quand on achète une résidence principale. On a un projet en fait. C'est-à-dire c'est un peu comme un entrepreneur qui crée une société. Vous achetez pour le louer. Un étudiant, un couple, une famille, de la colocation, enfin bref, il y a tout un tas de stratégies immobilières. Donc quand vous venez voir la banque, vous venez vendre un projet quand même, pas uniquement un achat. Et donc, ça demande des compétences et une aide qui est différente que la GME. Donc du coup, on a décidé de créer un service de courtage, on est aussi courtier en crédit, complètement digitalisé encore une fois, qui se fait en ligne pour un achat, alors, on fait aussi la résidence principale, mais surtout pour un achat d'investissement locatif. Alors donc là, on parle d'investissement locatif particulier. Est-ce qu'il y a aussi des investissements possibles d'entreprises, de locaux purement professionnels? Oui, c'est possible. Alors c'est vrai que notre simulateur n'est pas encore bien orienté là-dedans, alors, mais tout à fait. En fait, c'est d'ailleurs une façon de chercher la rentabilité, c'est que les particuliers l'oublient souvent. Ils peuvent acheter et en faire et les louer en tant que bureau, murs commerciaux, espaces de coworking pour les startups, tout ça, un particulier peut le faire. Il n'est pas obligé de faire que de l'habitation. Voilà. Alors, autre possibilité que vous offrez via votre plateforme, c'est la mise, alors plusieurs choses, j'ai remarqué, la mise en relation avec des experts immobiliers, des vidéos de séminaires, et puis maintenant un service de redécoration. Oui, alors on continue dans les services dont on a besoin d'investisseurs. L'immobilier, c'est compliqué, il y a des tas de choses, c'est un sujet très, très vaste. Et parmi les autres soucis, donc c'est une fois qu'on a acheté, eh ben, on gère un bien immobilier. Les 2/3 aujourd'hui des bailleurs en France gèrent leurs biens tout seuls en direct, ne passent pas forcément par une agence, ne délèguent pas la gestion. Aujourd'hui, à l'époque du numérique, on peut faire beaucoup de choses, on peut améliorer cette gestion seule en proposant des services sur Internet. Donc on a ce service de gestion locative, que ce soit sur application mobile ou sur Internet, qui va vous permettre de gérer le locataire, d'envoyer sa quittance, de signer un nouveau bail de façon entièrement digitalisée, de faire sa déclaration d'impôt, de faire ses calculs de déclaration d'impôt, de faire des relances aux locataires, de vérifier, enfin il y a tout un tas de choses qu'un propriétaire doit faire. Et nous on est là pour lui donner un peu plus de pouvoir de le faire efficacement et dans la légalité. Dans la légalité, parce que c'est compliqué de rédiger un bail. Et alors la nouveauté, c'est ce que vous me disiez en préparant l'émission. Donc ce qu'a apporté le positif de la loi Elan, c'est pour vous, la numérisation du bail. Voilà, donc ça c'est une loi qui a été adoptée fin décembre, je crois, 2018. Qui a mis dans la loi des mesures qui favorisent la digitalisation. Notamment, il y avait un frein à la signature électronique, c'était quand le locataire a un garant.
Aujourd'hui, La dans plupart loi des est propriétaires, inscrit que alors, attendez, la plupart des propriétaires demandent en fait Oui. une caution, c'est Surtout ça que vous voulez à dire, Paris, donc il faut on a- un garant. Tout à fait. Et donc, dans ce cas-là, en fait, vous devez normalement réunir le garant et le locataire et faire signer le garant doit remplir un acte de cautionnement solidaire, ça s'appelle, qui doit être écrit avec des paragraphes bien clairement explicites dans la loi, qui doit être écrit recopié manuscrit, donc à la main. Oui, ça Et coûte. ça bloquait la signature électronique, parce que manuscrit, ça veut dire à la main. Ça a été retiré dans Donc la loi. maintenant, les cautions, ceux qui se portent caution peuvent le faire de manière numérique. Exactement, donc nous on l'a ajouté au bail numérique. Donc vous l'avez ajouté, et c'est ça le positif de la loi Elan pour vous. Ouais, c'est un des points, il y en a d'autres. Il y a le bail mobilité, il y a plusieurs choses qu'il y a dans cette loi. Et tout ça, donc, on le retrouve dans les services en ligne que vous proposez. Tout à fait, tout à fait. Alors, autre nouveauté, donc, c'est la nouvelle loi de Normandie en 2019. C'est la possibilité de déduction fiscale pour les résidences locatives si on fait des travaux. Avant, on ne pouvait pas. Bon, bah, juste. Philippe Sueur. Non, c'est juste une précision, parce que les Français ne connaissent pas bien en ce moment qui est ministre. Donc la loi Normandie, c'est la loi de Monsieur le ministre Normandie. Absolument. Exactement. De Normandie, il s'appelle notre ministre. C'est ça. Donc il doit appeler comme ils appelaient la loi Pinel avant. Voilà, il a mis en place, donc. Alors, parlez-nous un petit peu de cette possibilité. Alors, c'est souvent, on entend souvent dans les médias un peu le combat propriétaire-locataire, mais il faut bien voir que les vrais propriétaires honnêtes et qui font bien leur travail, et nous c'est ce qu'on pousse, hein, nos services, c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait, le font pour, bien sûr pour investir, mais aussi pour proposer des biens de qualité aux locataires. Et ce qui est bien dans cette nouvelle loi, c'est que ça va favoriser l'investissement dans le neuf, puisque c'est une aide de l'État, donc une réduction d'impôts, pour ceux qui investissent dans l'ancien et qui rénovent par des travaux d'anciens. Et aujourd'hui, un propriétaire qui loue un bien à un locataire, il faut louer un bien de qualité. Alors pour plein de raisons, j'aurai peut-être pas le temps de les détailler là, mais c'est très très important. Tous les propriétaires qui font du logement insalubre, indigne, comme on dit. Indigne, etc., c'est complètement... c'est mauvais pour le propriétaire et c'est mauvais pour le locataire, c'est mauvais pour tout le monde. Donc, et donc ça, c'est une bonne loi, et surtout, ça sort du neuf, parce que ces aides ne concernaient que le Pinel neuf avant, et ça l'étend à l'ancien. À l'ancien, bien sûr. Donc, alors moi, j'ai quand même une question au niveau maintenant En fait, stratégie. Je pense que la loi de Normandie, oui, la loi Normandie donc, incite à la rénovation, comme vous venez de dire, mais à de fortes rénovations. Oui, parce que s'il y a un intérêt, effectivement, par le crédit d'impôt de 2% sur 9 ans, il faut investir jusqu'à 25% de la valeur du bien. Oui. Donc, c'est rénovation. pas 3 coups de peinture. Voilà, c'est C'est important. une aide en même temps à l'artisanat. Merci Philippe Sueur pour ce commentaire, c'est important de le préciser. Alors, Bassel Abedi, si on est donc particulier ou investisseur dans l'immobilier, comment on fait pour vous contacter? Est-ce que c'est gratuit? Comment ça se passe? Qui paye? Comment vous rémunérez-vous? Quelle est votre stratégie justement? Alors notre politique dès le départ a été de dire, pour fournir un service, un véritable service efficace et rémunérer les gens qui travaillent derrière, puisqu'on est aujourd'hui 10 personnes. Donc rendement locatif, c'est 10 personnes. 8 salariés en CDI quand même, des postes cadres importants. Donc le salaire, en tant qu'entrepreneur, on le sait, une fois qu'on recrute. C'est un service qui est vendu par abonnement. Alors c'est vraiment pas cher, pour le simulateur c'est 9,90 € par mois. Mais ça garantit une indépendance et une qualité de produit. Nous, on s'est dit la publicité, on laisse tomber. Donc vous proposez un abonnement qui est annuel, mensuel, comment ça se passe? Comment on annuel ou mensuel? Quand on est en annuel, on y gagne, si on reste un an, on gagne 2 mois gratuits en annuel. Ça, c'est la première. Alors ça, c'est toute une série de services, la gestion locative, le simulateur, les alertes, comme vous avez dit. Ensuite, il y a des services qui sont bien sûr vendus au coup par coup, comme la plateforme des experts. Par oui, parce qu'on n'en a pas forcément besoin, bien sûr. C'est comme un cabinet de consultation finalement voilà, digital. Des véritables experts, mais alors très très bien choisis sur l'immobilier, parce que c'est compliqué l'immobilier patrimonial, etc. Et on a par exemple le service de redécoration, qui se fait bien sûr en fonction de la surface du bien. Et là aussi, c'est un service très important, parce que c'est dématérialisé, on envoie ses photos.
et la personne vous redécore le bien avec des vues 3D. Donc là, Ce c'est que vous des devez architectes faire pour le- d'intérieur qui font le Exactement. travail derrière. Donc ils vous disent quoi acheter, comment rénover votre bien, etc. Ah bah ça, c'est drôlement intéressant. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Et au niveau, alors, stratégie donc purement d'entreprise, comment vous êtes-vous développé? C'était de la love money? Vous avez fait appel à un accélérateur? Comment ça se passe pour vous en ce Alors moment? nous, on est un peu atypique, alors, on n'est pas les seuls, hein, mais on est en mode, alors on n'a pas fait de levée de fonds, contrairement à beaucoup de startups qui font les médias. Nous, on est plus bon père de famille, c'est-à-dire qu'en fait, moi, j'avais déjà fait cette entreprise générait un peu d'argent avant ce projet-là, et cet argent est toujours resté dans l'entreprise. Donc vous avez fait des économies, Exactement. en fait, c'est vous-même qui financez? Donc c'est complètement, donc je suis une seule associée aujourd'hui. On est en autofinancé, c'est-à-dire que les 8 salariés dont je vous ai parlé sont rémunérés à partir de revenus que l'on fait. Alors on s'est pas arrêté là, hein, puisqu'on a eu des aides BPI, la banque voilà, qui finance une grosse partie de l'économie aujourd'hui, subventions. On a eu subvention de la région. Alors aujourd'hui on est en Aquitaine, on était avant à Paris, maintenant on est en région Aquitaine. On a obtenu une subvention, ça s'appelle Prototype. Nous sommes allés voir les banques et comme on génère du revenu, les banques prêtent. Des startups. Vous n'avez pas eu de souci de demander de l'argent aux banques, donc, non, contrairement à et on a d'autres? aussi BPI qui nous aide aussi, nous ont fait un emprunt. Ils sont capables de garantir l'emprunt de la banque. Enfin, il y a plein de choses très intéressantes en France. Il faut aller les chercher, les aides pour les startups. Alors, pour l'année 2019, on peut vous souhaiter de trouver du personnel, parce que vous êtes en phase de recrutement, c'est ça? Oui, on recrute encore, même si on a recruté très récemment, on recrute encore un développeur Internet, hein, sur le service Internet. Aujourd'hui, on arrive à recruter tous les 3-4 mois, ce qui est en étant financé, donc on est plutôt fiers. Combien de personnes allez-vous chercher sur l'année 2019? Je pense, là c'est sur une, je pense une deuxième, quasiment sûre. Voilà, donc si on a besoin de conseils en immobilier et même de se faire aider tout au long de la chaîne, de l'achat à la décoration, eh bien il faut s'appeler quoi? Rendementlocatif.fr.com. Merci beaucoup Bassel Abidi, et puis dès qu'il y aura une nouveauté, en tout cas la nouveauté je retiens, c'est le bail numérique et la décoration qui sont nouveaux pour l'année 2019 que vous proposez comme service aux investisseurs dans l'immobilier. On va passer la parole pour conclure à Philippe Sueur. Philippe Sueur, on va peut-être parler tout de suite de la ville d'Anguin, de ce que vous faites. Vous avez prévu cette année le budget participatif et vous investissez dans le bio en cantine scolaire. D'abord, moi je voudrais vous dire que combien je vais repartir de cette émission avec un peu de jouvence. Parce qu'en écoutant Bassel Abidi, on se dit, oui, voilà, il y a des jeunes qui sont capables, sur un projet, vraiment de s'investir, d'y mettre son épargne, et puis c'est une vraie réussite, et j'ai un sentiment qu'il y a une éthique dans tout ça. Il y a une éthique. Il n'y a pas seulement de dire, il y a un service, je vais gagner de l'argent, il y a des valeurs qui sont celles de la qualité. Voilà, ça fait du bien. En Val d'Oise, pareil, il y a beaucoup d'innovations, beaucoup de jeunes entreprises, même des étudiants entrepreneurs, et c'est ce qui va faire du bien à la France. Voilà. Et puis, il faut quand même saluer, parce qu'on a été beaucoup négatif sur ce qui vient de l'État, mais BPI joue un vrai rôle. Voilà. J'ai salué la Direct tout à l'heure, mais BPI France, c'est vraiment, là aussi, auprès des entreprises, un véritable outil. Alors sur Anguin-les-Bains, vous évoquez, je vais être très rapide, ce sont des clins d'œil. Bien sûr qu'on a souhaité un budget participatif qui s'inscrit dans notre agenda 21. C'est vrai, l'agenda 21, ce n'est pas que le climat, la transition, c'est aussi la cohésion sociale et la citoyenneté. Et le budget participatif, on a mis une somme relativement modeste, pour 200 000 euros, couvrant 3 quartiers, et nous avons reçu 87 réponses. Alors, ce ne sont pas tous des projets d'investissement, parce que ça devrait être plus des projets d'investissement durables, bien entendu. C'est enthousiasmant. On va bien sûr devoir les sélectionner par thème, mais c'est là aussi du participatif. Quand, bien sûr, on vient de changer de prestataire dans nos restaurants scolaires, c'est un important prestataire, on était amené à s'éloigner, et effectivement, nous voulons y introduire du bio et du durable, en réduisant effectivement de plus en plus l'achat des consommables éloignés, c'est-à-dire en achetant au mieux sur place. Voilà. Ça coûte un peu plus,
Hein, ça ne sera pas répercuté sur les parents, mais ça Donc va vous allez coûter, faire des économies ailleurs. Voilà, entre 17 et 20% supplémentaires. Merci beaucoup Philippe Sueur, merci à tous pour votre présence aujourd'hui. On aurait pu développer effectivement certains sujets, mais on y reviendra dès la semaine prochaine. Moi je vous retrouve lundi. Bon week-end, à lundi. Et voilà. Et voilà.